Tu es le premier être humain à avoir traversé le train d'un bout à l'autre, jusqu'à la machine. Tu le savais? Bien joué. Bravo. Aucun de vous n'est jamais arrivé jusqu'ici. À la machine. Et je ne suis jamais allé à l'arrière. Pourquoi? Trop crade pour vous. Pas envie de vous mêler à la vermine de la queue du train? Tu crois que ma place est enviable sous tous ses aspects? C'est bruyant. Et isolé. Bah tiens. De la viande. Beaucoup d'espace. 7 connes pour satisfaire tous vos désirs. Curtis, nous avons tous une place prédestinée. Et nous sommes tous à notre place, hormis toi. C'est le baratin que les mieux placés servent aux moins bien placés. J'en connais aucun qui n'échangerait pas sa place contre la vôtre. Et toi, tu prendrais la mienne? Je vous emmerde. Curtis, mon petit, le fait est qu'on est tous coincés dans ce foutu train. On est tous prisonniers de cette caisse de métal. Tu l'aimes à point? Et ce train est un système écologique clos. On doit maintenir un équilibre constant. L'air, l'eau, le ravitaillement, la population doivent être en permanence maîtrisés. Pour conserver un équilibre parfait, le recours à des méthodes plus radicales a quelquefois été nécessaire quand la population avait besoin d'être réduite de façon drastique. L'urgence d'agir nous prive de la sélection naturelle. Nous serions comme des sardines en boîte et crevant de faim avant qu'elle se fasse. Une autre bonne solution est d'amener un groupe à liquider un autre groupe. De temps à autre, on a mis le feu aux poudres, pour ainsi dire. La révolte des 7, les émeutes de MacGregor, la grande révolution de Curtis. Une superproduction d'un complot diabolique à l'issue imprévisible. Qui aurait pu prédire ta contre-attaque à la torche dans le tunnel Yekaterina? Brillante idée. Loin de ce que Gilliam et moi avions planifié. Quoi? Non, ne fais pas l'innocent. Gilliam et moi, notre plan. Gilliam. L'avant et l'arrière ont besoin de s'accorder. Il était devenu beaucoup plus qu'un simple associé. C'était mon ami. Mon cul, oui. J'en crois pas un mot. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 27. Cette semaine, l'émission double, trouble et effeuillage. À quoi ça nous sert d'aller dormir? Nous, on dormira quand on sera mort. Oui, la vie nous est chère, puisqu'un jour ou l'autre, elle nous quitte. Autant se divertir, en jouir sans se retenir. Et si on la perd, tant pis, autant partir en vrille. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres hommes. Vous l'avez peut-être compris via cette citation d'une chanson de... Comédie musicale Zazie. Pas loin. Ah ouais, parce que j'aurais dit, tu vois, Notre-Dame de Paris, tu non, vois. Non, mais c'est pas loin, donc c'était... Roméo et Juliette, enfin, non, comment s'appelait la version de Roméo et Juliette Roméo plus Juliette non, la version comédie musicale. Roméo et Juliette. Il y avait Roméo et Juliette. Les Rois du Monde. Ah, bah, les Rois du Monde. Oui, voilà, c'est ça, les Rois du Monde, exactement. Ouais. Ah, dis donc, je vois que c'était un amateur éclairé. Ah bah, les années 2000 en force. Hein. Donc, Zazie, car de mort, tout ça, de dormir quand on sera mort, il en sera question. Donc, dans Mickey 17 de Bong Joon-ho, qui est sorti dans les salles françaises la semaine dernière. Et ensuite, nous parlerons de Striptease Intégral, nouvelle compile de court-métrage, donc de la fameuse émission belge. Et pour parler de ce jouet au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan, vous l'avez entendu. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a également Margot. Bonsoir Margot. Et à la mise en son de cette émission, il y a Ulysse. Bonsoir Ulysse qui vous coucoute. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure.
Alors les agenda local pour commencer. Alors mon cher Thibaut, après la contre-performance du Stade Rennais Football Club ce samedi contre le Paris Saint-Germain. Ouais, mais c'était un match sympathique. C'était un bon match, ça a très bien joué. Très belle deuxième mi-temps. Voilà, un score qui ne nous satisfait pas trop, on peut le dire. Voilà, 4-1 mon cher docteur, au cas où vous n'auriez pas suivi. 4-1 pour Paris. Voilà. Oui, avec un arbitrage, dirons-nous, en dilettante. Ça va être dur à remonter. oui, mais écoutez... La remontada s'annonce difficile. Oui, mais écoutez, docteur, il y a eu quand même de très beaux événements pendant ce match. Et un bon esprit. Rennes, un bon esprit, Rennes a bien joué. Bon, on s'est pris 2 buts d'un ancien Rennais, mais... Ouais, mais c'est parce que l'équipe parisienne est rentrée sur le terrain sans état d'âme, ça. C'est ça, exactement. C'est sûrement pour ça. Sans pitié. Ou alors peut-on dire LFP Mafia. Exactement, c'est ça. Mais bon, espérons que ça les aura bien fatigués pour leur match de ce soir et qu'ils vont perdre contre Liverpool. Ce match Pinot versus les Qataris, quand même, ça commence à devenir compliqué. Ah bah écoutez, oui, Coref n'a pas encore d'équipe nationale, donc... Il va demander à Salma Hayek de se bouger un peu le tronc là pour aller remonter un peu le moral des troupes. Oui. Non mais écoutez, le moral... Qu'elle vienne faire un petit coucou à la tribune au moins une fois de temps en temps, quoi. Elle vient de temps en temps, mais le moral remonte, mon cher docteur, le moral remonte, voilà. L'envie est là, le jeu aussi. Oui, donc, voilà, nous avons de bons espoirs pour ne pas faire une fin de saison totalement catastrophique non plus. C'est tout ce qu'on espère. On en reparlera en fin de saison. Exactement. Des émotions, en tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un match avec Thibaut. Croyez-moi, vous l'avez jamais vu aussi enthousiasme, hurleur, sauter. Il a sauté sur ses pieds. J'ai quelques énergumènes de mon côté aussi qui sont un peu comme ça, très calmes en apparence, et puis dès que tu les mets devant un match de foot, ils se transforment en animaux. Et donc encore, j'imagine. Faut pas nous voir au stade alors. Et alors, si encore tu l'as pas vu, regardez du vélo. Là, par contre, il s'enflamme. Mais moi j'évite en fait. Tu vois, c'est un peu comme moi. Tu vois, moi je suis passionné. Moi, je suis passionné par les dictionnaires. Bon, je sais que ça fait chier tout le monde. Bon, bah quand je suis dans un plan dictionnaire, je dis mais regarde là, cette page 425, il y a un truc vachement bien. Bon, je vois bien que ça intéresse personne, donc je me tais, quoi. Tu vois. Donc je comprends tout à fait que. T'as le prix d'ambiance en soirée. Regarde ce mot dans le dictionnaire. Donc les gars, j'ai trouvé un dictionnaire dans le grenier. C'est formidable, un petit gaffio là. On va passer une super soirée. Je vous fais des tests. Je vous fais des devinettes. Okay. Non, mais je suis pas aussi monomètre. Ça, c'est fun chez moi. On écoute du funk, mais on lit des dictionnaires. Voilà. Des dictionnaires de linguistique et autre chose chiante. Donc, sinon, agenda local, cinéma. Donc, nous vous rappelons que le film du dimanche soir, donc le prochain sera le 20 avril, ce sera Shaun of the Dead de Edgar Wright, son premier long métrage pour le cinéma. Son meilleur aussi, peut-être. La question est ouverte. Non. Sinon, à Cinémaniacs. À débattre. À Cinémaniacs, la semaine prochaine, donc à 20h, au diapason sur le campus de Rennes, en 35 mm, ce sera Cruising, la chasse de William Friedkin. Pas mal. Ça fait pas longtemps que j'ai pas vu la chasse, mais. Hyper bien. Un film bien malaisant, comme Friedkin savait les faire. Sinon, demain au tambour, donc les écrans variables à 18h15, ça sera Stand By Me de Rob Reiner. Très beau film. Oui, exactement. Sans doute un des meilleurs de Rob Reiner avec Misery. Espagnol Tap. Et Princess Bride. Oui. Et ouais, il a fait quand même pas mal de. C'est pas mal. Il a pas fait que des merdes. Non. Il a pas fait que les années 80, il était en bonne bourre, il était très bien. Sinon, à 20h45, donc, ce sera le John Hughes, La folle journée de Ferris Bueller. Classique. J'ai toujours eu du mal avec Ferris Bueller. Avec Furoncle Bueller. Furoncle Bueller, ouais. Furoncle Bulot. Je suis pas convaincu. C'est pas mon truc, moi non plus. Non, plus que ça. Je suis plus John Landis, moi, que John Hughes. Parce que toi, tu supportes les assassins. Les assassins. Il a été condamné, je te rappelle, pour l'accident qu'il a eu pendant le tournage de la 4e dimension. Son épisode, il a tué Vic Moreau et 2 enfants. Il a tué. Non. Donc il n'était pas déclaré. Il a été reconnu coupable. Oui, il a été reconnu coupable. Enfin, je veux dire, voilà. C'est pas lui qui conduisait l'hélicoptère qui a tué Vic Moreau et les 2 enfants. Oui, mais c'est quand même lui qui a obligé la tournée de nuit. Oui, enfin. On faudra rediscuter, mais enfin, il me semble qu'il n'avait pas super bien vécu le moment, quoi. Pas du tout, non. Je pense que ça a été un peu, compliqué pour lui aussi. Oui, quoi, il a très mal vécu. On peut le dire. Voilà, ça l'a pas fait rire, ou il a pas trop. Oh, bah ça va. Ça va. Ça va, 2 gamins, on leur refait, c'est bon. Il n'y a pas mort d'homme. Vic Moreau est au creux de la vague, de toute façon, pas se casser la tête. C'est vrai. Finalement, tout ça pour ça. Voilà, beaucoup de bruit pour rien. Exactement. Ah, ça, c'était un bon film. Peut-être le meilleur Kenneth Branagh. Ouais, on est parti pour faire une émission de. Ouais, mais en fait, c'est le meilleur de celui-là, de ce réalisateur-là.
Sinon, à l'Arvor, 2 films, ça fera un sacré double programme dans la journée à 11h dans le cadre de Cinévorax. Donc ça sera Le Cerf-Volant du bout du monde de Roger Pigault et Wang Kia-yi, que je n'ai pas vu, mais ça a l'air très joli. Et à 18h... C'est pas le cerveau-lent. Hein, non, d'accord, le cerf-volant, le truc qu'on fait à la plage. Et à 18h, dans un tout autre genre, ce sera Porcherie de Pier Paolo Pasolini. Oui, dans un tout autre genre, effectivement. Ouais. Peut-être moins pour les enfants. Il y a des chances. Il y a des chances. À moins que votre enfant soit un peu... précoce, à moins qu'il soit un peu fan de Jordan Bardella et qu'il ait le temps de le déconditionner, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, dans les sorties nationales, demain, donc c'est son nouveau film. Nous avions parlé de son dernier film en date il y a 2 semaines, c'est The Insider de Steven Soderbergh. Oui, il est productif, hein, Steven. Pendant des plombs, on a pas eu la moitié de ses films qui sortaient, puis là, hop, ils sortent tout. Et là, c'est plus un film d'espionnage avec Michael Fassbender et Cate Blanchett. Pourquoi pas? Moi, je dis oui. Sinon, il y a un film qui s'appelle On ira avec Pierre Lotin et David Ayala et Hélène Vincent, une genre de petite comédie française douce et sensible pour accompagner une vieille qui va mourir en Suisse. Autre comédie française, mais dans un tout autre genre, beaucoup plus débilos, de la fratrie Bougueraba, qui sont les nouvelles stars de l'humour en France, Erwan. Je sais pas, j'ai pas d'humour. Il y a un des frères Boyaraga là, qui va bientôt remplir le stade Vélodrome pour son spectacle, et c'est eux qui ont fait les Secpas. Ils sortent bientôt un film, une comédie policière à Marseille, en fait. Comme on peut plus faire de films de bidès, maintenant c'est des films de caserne de flics. Je suis chaud patate. Ça se fait encore. Oui, ça se fait encore, ça se refait. Comme il y avait Les Dégains de Claude Zidi Junior, qui pareil, refaisait un petit peu l'esprit des films de bidas, comme donc Claude Zidi Senior. C'est comme là, j'ai vu passer sur un bus un truc qui s'appelle Délocalisé. Et ben c'est ça, c'est Délocalisé, exactement. Désolé, je grille en effet. Et voilà, on se dit, mais ce serait bien qu'il y ait enfin des cinémas indiens en France et tout. Et ben non, plus simple que ça, on envoie nos comédies pourries tournées en Inde. Ça sent c'est genre Pattaya, quoi. Ça sent la comédie franchouillarde. Les 20 premières minutes de Pattaya sont pas mal. Après, mais tu vois, avec où on ricane des Asiatiques et tout. Enfin bon. Entre autres. Oui, entre autres, ou des nains, ou de Dieu sait qui, ou des handicapés. Aussi. Il y a tout ça dans Pattaya. Et après tout, j'ai rien contre, mais faut-il encore que ça soit bien fait. Oui. Voilà. Ce qui est pas... Non, Franck Gastambide, c'est pas... Non, mais Franck Gastambide, déjà, avec Gastambide, il y a Bide. Il y a Bide. On l'a dit pas les prénoms, Erwan. Mais c'est pas les prénoms, c'est les noms de famille. Ah oui, j'ai le droit. C'est vrai. Et je suis désolé, il y a Bide. C'est vrai, exactement. Dans son nom, donc tout est dit, quoi. Alors, sinon, encore tout autre genre, c'est Parthénope, le nouveau film du subtil Paolo Sorrentino. Je sens qu'il y aura encore de la musique très forte, des couleurs partout, et cette passion pour filmer des jeunes filles beaucoup trop jeunes qui vont nager. Keshish sort de ce corps. Oui, mais là, c'est plus à l'italienne, donc une autre vulgarité. Keshish sort de ce corps. Donc ça devrait se dérouler à Naples. Non, je crois que c'est dans des îles... En face de Naples. Probablement. Voilà. Enfin un peu de géographie, Thibaut, bien joué. Sinon, il y a un nouveau film de Coppola, mais pas Francis, son fils. Non, Gia. Ou non, c'est sa fille alors. D'accord. Gia, c'est sa fille ou sa petite fille ou petit-fils. Gia, c'est le. Gio, c'est le fils mort. Ouais. Donc Gia, j'imagine que c'est la petite fille de ce fils-là, j'imagine. Ah, peut-être. J'imagine que c'est ça. Ou alors ça doit être la petite fille. Ouais. Donc, il s'appelle The Last Showgirl avec Pamela Anderson. Donc, film sur une showgirl. Tu sais ce que ça va être? Ça va être l'équivalent de The Wrestler avec Nick Hero. Oui, mais pour le pole dancing. Exactement. Je pense que ça va être ça. Pas mal, il y a de ça. Une star qui a représenté quelque chose, un corps qui a représenté quelque chose il y a 20 ans, qui a été une icône, un corps iconique d'il y a 20 ans, qui est maintenant un peu abîmé et qu'on va magnifier. Caméra à l'épaule. Prenons les paris. Sinon, il y a 2 films de Anhui qui ressortent demain, Love in a Fallen City, dont on avait parlé ici, ainsi que Boat People. Je ne sais pas si ça passera chez nous. Je sais qu'Antonin Alarvor essaie de les avoir. Il y a un truc qu'il va falloir qu'on en discute. Putain, mais il y a un Choyard qui est sorti. Oui, dans une combinaison. Qui est la petite fille de Francis. Qui est sorti dans 5 salles en France. Oui. Genre 3 salles à Paris et 2 ailleurs. Et voilà. Mais fuck, quoi, putain, quoi. Il n'y a pas moyen de le faire venir à Rennes. Antonin essaye aussi, mais apparemment, c'est pas gagné parce que le distributeur. C'est quoi ces raclures de distributeurs là, qui sortent des Choyards sur 5 salles, quoi? Quel scandale, quoi. Oui, moi aussi, alors que délocalisé, je suis sûr que c'est dans 300 salles en France. Plus que ça, même. Non, mais moi aussi, ça m'énerve. Surtout qu'apparemment, il est bien en plus. Mais oui. Et apparemment, il a plutôt des bons retours. Les gens de Fallen Condor. Ah ouais, enfin bon. C'est pas juste. Moi je dis c'est pas juste. Et sinon, pour finir, pour vous les geeks, il y a le nouveau long métrage Mobile Suit Gundam Q's Beginning, donc de Gundam Wing.
te rappelles pas cette série animée qui passait dans les années 80 et les années 90, Thibaut, avec des mecs dans des mechas géants dans l'espace Oui, genre il y avait 40 séries comme ça. Mais bon. Oui, à peu près, ouais, mais c'était cool Gundam Wing. Enfin, Oui, moi, je regardais ça à Gundam l'époque, Wing, mais j'ai pas eu ça depuis 1000 ans. J'ai pas trop suivi non plus. Donc voilà. Donc nous allons parler de toute autre chose vraisemblablement la semaine prochaine, à moins qu'Erwan n'aille voir délocalisé. Non, mais par contre j'ai vu qu'il y a ce film chinois avec un type avec un chien, ça a l'air pas mal. Black Dog, il paraît que c'est un très bon retour. Ah oui, exactement. Oui. Donc moi ça m'intrigue de le faire. Si j'ai le temps, j'irai peut-être faire faire un tour. On peut se regarder sous le coup parce que ça m'intéresse aussi. Et j'ai vu qu'il y a un film japonais d'arts martiaux qui sort aussi bientôt et qui s'appelle c'est genre un métier le titre du film, genre le peintre d'estampes, tu vois, ou un truc comme ça. Et en fait ça a l'air d'être genre film d'auteur et tout, puis en fait en regardant bien l'affiche je me suis dit il y a l'air d'avoir des combats dans la rue. Donc, et de la bagarre. Il y a l'air d'avoir de la bagarre avec du sabre peut-être. Donc à suivre aussi. Bref, nous en reparlerons peut-être. Sinon, nous allons passer à la section critique de cette émission et nous allons nous diriger tout de suite vers MICKUY, mais pas MOUSE. Je présume qu'il est plus facile pour un individu de survivre dans ce train en atteignant un certain degré de folie. Comme Gilliam l'avait compris, il faut maintenir en permanence un équilibre entre l'angoisse et la peur, le chaos et l'horreur, si l'on veut maintenir la vie. Et si on ne l'a pas, en vrai, il faut l'inventer. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait du transpersonnage de Bong Joon-ho, suivi par Mickey de Tony Basil dans les années 80, fameux tube donc Hey Mickey, qui a été sacrément samplé. Fameux leader de la bande à Basile, je suppose. Probablement, oui. Sûrement. Et c'est ça, exactement. Car donc de Mickey, il en est question dans Mickey 17 qu'on peut avoir vu, même si on n'a pas vu les 16 premiers. Donc les vieux trucs, c'est les meilleurs trucs. Donc nous voulons c'est dans les vieilles sauces qu'on fait les meilleures sauces. Exactement, c'est dans les vieilles pots qu'on fait les meilleurs soupeurs, Erwan. Exactement. Donc nouveau film de Bong Joon-ho, 6 ans après donc son Parasite, qui avait gagné la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film, donc en 2019 déjà. Mais Mickey 17 est un film qui a été beaucoup repoussé parce que ça fait au moins 2 ans que la sortie est annoncée. Le film a été repoussé maintes et maintes fois. Il devait notamment sortir aux dernières nouvelles un peu avant l'élection présidentielle américaine de novembre dernier. Donc le film n'est sorti que la semaine dernière en France et à l'international. Mais donc évidemment le rapport avec la politique américaine contemporaine, il en sera évidemment question dans Mickey 17, qui est un film extrêmement dense et narrativement qui aborde beaucoup trop de pistes, mais donc qui nous raconte l'histoire de Mickey incarné par Robert Pattinson, qui est obligé donc de quitter la Terre après avoir contracté une dette qu'il ne peut pas honoré auprès d'un mafieux, et donc il s'engage dans une mission de colonisation d'une lointaine planète menée par un ancien homme politique télé évangéliste super puissant, incarné donc par Mark Ruffalo. Et donc il s'engage dedans pour être sacrifiable, c'est-à-dire que c'est une expérimentation interdite sur Terre mais donc potentiellement valable dans l'espace. Il sera donc sacrifiable, c'est-à-dire qu'il peut, s'il meurt durant ces différentes tâches et ces différentes missions, il sera réimprimé avec la mémoire qu'il avait avant sa mort, justement, pour qu'il puisse continuer à travailler, un genre de lumpen prolétariat dont il serait le seul représentant sur ce vaisseau. Et donc, évidemment, un jour, ça va partir en sucette, puisque donc il ne meurt pas en mission, il revient à son vaisseau, et donc... il est même sauvé. Oui, il est même sauvé. Et donc, il est sauvé, donc, évidemment, par un peuple autochtone de la planète. Des genres d'aliens. Voilà. Gros vers de terre mignons. Et donc là, pas de bol, il va donc tomber sur Mickey 18, et les deux vont devoir apprendre à collaborer ensemble, à cohabiter et à faire un peu passer par-dessus leur inimité relativement réciproque. Et donc là encore, j'aborde qu'une seule des parties du film, parce que là-dessus se mêle une intrigue amoureuse, et tout un discours sur l'impérialisme américain, mais on va dire occidental de manière générale, la question des peuples autochtones, la guerre des classes, le lumpen prolétariat, et donc plein de choses comme ça qui se mêlent en fait dans ce que voudrait faire Bong Joon-ho, ce qui fait assez régulièrement de mélange des genres, donc là entre la satire politique, le film de science-fiction et la comédie donc burlesque. Donc, énormément de choses qui se mêlent, qui fait à la fois penser à plein d'autres longs métrages comme Starship Troopers, Dark Crystal, ou bien les films
de Terry Gilliam aussi à certains moments, mais qui aussi se présente un peu comme un mélange de ces deux autres films en langue anglaise, donc Snowpiercer en 2013 et Okja en 2015 ou 2016, qui était le film qu'il a fait pour la plateforme Netflix. Et donc dans tout ce mélange, ce fatras de situations, de personnages, je trouve que Bong Joon-ho se perd un peu en fait. C'est la première fois qu'il écrit un long métrage seul. Je pense que ça se voit parce que le film est beaucoup moins tenu en termes narratifs et en termes de personnages que ses autres longs métrages, et je trouve que clairement le film empathie comme si un peu il allait à l'encontre finalement de son propre projet. Je trouve que notamment ça se ressent dans la durée du film, donc qui dure 2h17, ce qui est une durée assez honorable vu ce qu'il doit raconter. Même durée que Parasite. Oui, mais que du coup le film est beaucoup moins tenu et beaucoup moins intéressant, c'est-à-dire que assez régulièrement je trouve qu'il y a des éléments et un rythme qui desservent en fait le ton général du film, et moi j'arrive pas à avoir du coup une accroche émotionnelle avec le personnage principal et un peu avec ce qui lui arrive aussi, alors que pourtant c'est régulièrement ponctué de choses que je trouve justement très bien vues, assez intéressantes, drôles, notamment une scène d'attentat en direct live, on va dire, qui est vraiment très bien réussie, qui est peut-être la meilleure scène du film, mais sur un ton global et même sur un terme formel, j'ai trouvé largement en deçà des choses que Bong Joon-ho avait pu nous présenter avant. Margot. Oui, en fait, je suis assez d'accord avec toi de manière générale. Et surtout que je trouve que par rapport à ce que le film vient pointer du doigt, il est très formel, il est très... Il y a beaucoup de scènes qui sont très attendues, moi j'ai trouvé, de mon point de vue. J'aurais aimé un film qui dépasse les bornes, quelque chose de beaucoup plus... Oui, c'est un peu trop sage. Oui, voilà, c'est ça. Quitte à aller dans le burlesque, aller dans le burlesque à fond, peut-être des scènes peut-être un peu plus gore, des choses comme ça, même des petits détails qui auraient pu être poussés un petit peu plus à fond. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Et c'est vrai qu'on se perd parce que moi j'ai le sentiment qu'il veut parler de plein de choses en même temps. À la fin, il arrive à peu près à tout résoudre, mais on perd du temps avec tout ça et c'est un petit peu dommage, surtout vis-à-vis de ce dont ça traite. Voilà. Et par exemple, je trouve que la romance, elle est... avec un personnage de flic du vaisseau. Ouais, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ils sont amoureux parce qu'ils sont amoureux et c'est des trucs qui sont très classiques et qui auraient pu être un petit peu plus travaillés, même avec une scène ou deux. Et c'est beaucoup trop... comment dire ? Ouais, qui survole un peu tout. Ouais, c'est très superficiel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Docteur. Bon, moi, je vais plus enthousiaste. Ouais, moi je vais défendre un peu plus ce film parce que d'une part, je pense qu'il y a une histoire qu'on connaît pas encore, c'est quelle part. Ouais, voilà, c'est ça, parce que c'est produit par Warner, qui a aussi produit les Mad Max, et on dirait que Warner, en fait, ils comprennent toujours pas que s'ils font confiance à des réalisateurs qui ont vaguement de la personnalité, ils auront pas leur blockbuster de l'année. Non, mais ça fait des années que là, à la Warner, la direction a changé et qu'ils font vraiment n'importe quoi. Il faut qu'ils acceptent l'idée de laisser bosser les gens et c'est tout, quoi, point barre, quoi. Donc moi j'ai l'impression, moi tu vois, moi ce qui m'a, à l'inverse de toi, pour moi il y a une demi-heure qui manque. En fait, il manque des trucs. Ouais, parce qu'il y a plein de trous narratifs. J'ai l'impression qu'il manque des trucs, c'est-à-dire qu'on passe parfois d'un truc à un autre et je me dis, mais attendez, c'était pas bouclé là cette histoire là. Donc quelle est la part de remontage qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'on lui a fait remonter ? Qu'est-ce qu'on lui a fait réécrire ? Quelle est la part des notes de production sur son truc ? Mais tu dis en plus, sachant que le film normalement c'est quand même un mec qui a eu l'Oscar du meilleur film, la Palme d'Or, vraiment il a les mains à peu près libres. Ouais, mais ça reste un Coréen aux États-Unis, donc il a pas les mains libres en fait. Voilà, parce que c'est pas un Américain. Ça reste un mec d'ailleurs en fait. Et donc les mecs d'ailleurs, on sait très bien que voilà, ça fait longtemps qu'ils sont on peut les bouffer, les croquer, les croquer, les recracher, ça pose jamais aucun problème. Et voilà. Et à mon avis, moi je serais pas étonné que son prochain film il le fasse en Corée. Oh bah oui, c'est probable. Je veux dire, donc quelque part. Et alors donc il y a ça. Faut pas oublier non plus que les retours sur le film étaient absolument catastrophiques. Moi j'ai entendu dire que c'était un film, que c'était une ruine quoi, ce film-là. Bon, au final, effectivement, c'est un film qui est brinque-ballant. Un film qui est foutraque, mais c'est pas un film qui est... Moi, d'une part, c'est pas un film qui est nul, déjà pour commencer. Moi, je me suis pas fait chier, même s'il y a des moments où j'étais un peu perdu, mais
Tu connais mon intérêt pour les. Moi j'aime bien les cinéastes généreux. Voilà. Quitte à ce que ça soit le bordel. C'est-à-dire que je préfère la générosité à la rigueur. Et ce que j'aime, c'est ce que j'aime chez Gilliam, c'est ce que j'aime chez quelque part chez Coppola. Dans certains Coppola, c'est ce côté justement je balance tout en même temps. Tu préfères et puis vous vous débrouillez avec ce que je vous ai. Vous débrouillez. Tu préfères quand il y a de la crème sur un chou à la crème que. Ouais, voilà, c'est ça. Non, moi j'aime bien. En fait, moi j'aime bien les Queen Amman. J'aime bien un truc avec du beurre dans du beurre, voilà, tu vois. Bah là, c'est du sucre. Voilà, et du sucre plein. Et donc là, c'est un peu. Alors, effectivement, c'est pas. Pour moi, c'est. En tout cas, pour l'instant, mais encore une fois, c'est ce que je pensais de Okja aussi. Pour l'instant, c'est un film mineur dans sa carrière. Et Okja, que je n'ai vu qu'une seule fois, il y a 10 ans, il y a encore des plans, et notamment la fin déchirante de Okja, dont je me souviens, avec une précision. Ça fait pleurer les grosses bêtes. Ouais, mais pareil, voilà, tu vois. Là, le truc, c'est que. C'est ça aussi, il faut considérer ce film à l'aune de ce qu'il est en réalité. C'est pas un film de Bong Joon-ho tourné en Corée, c'est un film de Bong Joon-ho tourné à Hollywood. Et donc, normalement, c'est un film qui, les Américains vont haïr ce film. Le public américain va haïr ce film. Je suis pas sûr qu'ils le verront beaucoup. Mais non, mais ça va se planter, c'est évident, parce que c'est totalement contraire à ce qu'est un blockbuster. Justement. Il y a trop de trucs, il y a trop à bouffer. Le rythme n'est pas comme il faut. C'est pas un rythme progressif en escalier où ça t'amène vers un super climax de la mort qui tue avec des explosions partout. Disons qu'il n'est pas pensé comme un film de contrebandier comme pouvait être le film de Verhoeven, par exemple. C'est trop politique. C'est malgré tout trop politique pour un film hollywoodien. Ah bah c'est volontairement trop politique. C'est trop politique. Comme le monde réel ne prête pas spécialement à la subtilité, le film non plus. Non, exactement. Donc c'est-à-dire que dans la satire du perso de Ruffalo c'est à peine caricatural. C'est le truc, c'est que c'est à peine une caricature de la droite radicale américaine. Enfin, je veux dire, et quand on sait que les scènes ont été tournées il y a 2 ans, 2 ans et demi, et qu'on voit là où on en est aujourd'hui, c'est ça qui est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le plan de comment les mecs de South Park vont faire pour faire du South Park, étant donné que le monde ressemble à South Park, quoi. Et ben c'est ça que le monde est en train de devenir un film de Bong Joon-ho, avec tout ce que ça comporte de débilité. Donc en fait, effectivement, je pense que ce film-là, il a peut-être aussi moins d'impact parce que le monde que nous décrit Bong Joon-ho, il a plus cette rationalité qui sort trop tard par rapport à ce que c'est prévu. Peut-être. Et bon, alors moi je retiens quand même quelques trucs. D'une part, les bébés aliens sont choupinous. Ah, ils sont choupinous. On dirait c'est des mélanges entre des vers de terre et des petits chiens. Et ils se baladent comme des petits chiens. Ils sont tout mignons. On a envie d'aller leur gratter le ventre et tout. Alors que c'est des trucs tout dégueulasses, insectoïdes. Et justement, alors là, moi j'ai trouvé ça super bien fait d'arriver à retourner le syndrome de l'alien, de syndrome de répulsion. C'est-à-dire que ce qui normalement devrait être répugnant et ce qui devrait être attirant, c'est-à-dire les fausses dents et les pommettes botoxées du personnage de Ruffalo, deviennent monstrueux. Donc là, il y a une inversion de la monstruosité que moi j'ai trouvé du principe qui est certes facile, mais que j'ai quand même trouvé agréable, et on sent quand même qu'il se venge quelque part de The Host, où il avait été un peu limité dans ses effets spéciaux, où il avait été, voilà, où les effets spéciaux dans The Host qui ont un peu moins bien vieilli. Qui sont des effets spéciaux qui sont faits par des Coréens, donc qui n'avaient pas les mêmes standards. Qui étaient faits aussi par The Orphanage. Hein. Ah oui. Mais qui n'avaient pas beaucoup de fric, quoi. Donc ils avaient été un petit peu rushés. Alors que là, il a vachement plus de pognon, et du coup, il a des monstres qui ressemblent d'ailleurs beaucoup aux monstres de The Host, et qui sont un croisement entre le monstre de The Host et Okja. Exactement. Ça a le côté gros pâteau de Okja, et ça a le côté tentaculeux et vif quand même. Après, Bong Joon-ho, il a toujours aimé la monstruosité, parce que même le monstre de The Host permet, c'est un monstre qui reste somme toute sympathique, parce que c'est... Il y avait quand même quelque chose on peut s'identifier. Et puis c'est lui qui réenclenche l'humanité des personnages. Alors moi j'ai pas vu le film. Moi je sais même pas pourquoi je suis là en fait. Et puis pour faire le passe-plat. T'es là parce qu'on est content que tu sois là. Donc première chose, des monstres cool. Deuxième chose, un Robert Pattinson que moi je trouve très bien, que je trouve depuis quelques années toujours très bien. Moi je trouve que c'est un comédien discret. En tout cas, il y a des choses intéressantes, mais efficace. Mais il y a un problème, Pattinson en fait, il a un peu le même problème que genre Paul Newman, bien des mecs comme ça. C'est qu'il est beaucoup trop beau et que de toute façon, quoi qu'il fasse, même s'il veut, je ressens les dire, ça marchera pas parce que t'arriveras quand même à voir que le mec est vraiment beaucoup trop beau. Moi, ce que j'aime bien, c'est la dynamique entre Mickey 17 qui est un vrai truc de jeu du coup, qui est super bien, et je trouve entre le Mickey 17 qui est un benet, et moi j'aime beaucoup les héros benets chez Bong Joon-ho. J'aime beaucoup la stupidité chez Bong Joon-ho. Mais ça, par exemple, tu vois, tu mets du temps à le capter, que quand les mecs sont réimprimés, ils ont pas tout à fait la même personnalité que le précédent. En fait, tu comprends ça genre au bout de 1 heure de film, tu dis mais c'est bien parce que c'est pas très bien amené non plus, comme le fait que
tout le début du film, t'as une voix off hyper explicative, et que du coup en fait je trouve ça dommage parce que elle apparaît puis elle disparaît, en fait, et il oublie en fait de raconter tout ça par l'image au lieu de le faire dire par son personnage. Moi je pense que la structure est pas intéressante. Parce qu'un des problèmes du film c'est sa structure scénaristique, c'est-à-dire que moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de faire et puis j'en ai marre des films qui commencent en plein milieu de l'action. On lui dit hey, vous demandez comment je suis arrivé là, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est mon pote, tu vois, avec des trucs. Alors Dieu merci il fait pas ça, mais c'est vrai qu'on sent bien que il y a une espèce d'américanisation du scénario. J'ai revu Parasite il y a pas longtemps. Parasite c'est plus tenu quand même, hein. C'est quand même vachement plus tenu en termes de narration, quoi. Je veux dire, même si il joue aussi avec ce qu'on attend pas en fait d'un truc. Mais bon, là c'est un peu le problème. La première partie effectivement, ça met du temps à décoller. Ce qui pourtant en général est très aussi dans les films, même dans les films un peu pourris catastrophes, c'est la mise en place qui est super, comme chez Roland Emmerich par exemple, qui est peut-être le seul truc qui fait correctement. Et après le truc se pète la gueule. Là c'est un peu l'inverse, quoi. C'est-à-dire que la mise en place patine. Et bon, arrivé au milieu du film, t'as quand même cette grosse scène de là où ils sont censés ouvrir une pierre. D'attentat, on va dire, télévisuel. Il y a, ils sont censés ouvrir une pierre et il se trouve que dans la pierre, il y a un attentat et dans la pierre, il y a un petit monstre. Et donc, du coup, ça devient la panique. Et là, il y a il y a des trucs, les mecs qui veulent enfiler, qui sont censés enfiler leur combinaison Hamzat. Anti-radiation machin et tout, qui se cassent la gueule, qui se prennent des murs, ça vous ferait rire, moi ça me fait rire, ouais. Des gens qui sont censés être efficaces, des gens qui sont présentés comme compétents et qui se révèlent être des gros nuls, ça me fera toujours rire, moi. C'est-à-dire, tu te dis, et ça aussi je trouve que métaphoriquement et politiquement c'est vachement intéressant. Je dis, mais en fait les gens l'autre monde est dirigé par des gens comme ça, c'est-à-dire par des gens qui symboliquement sont comme ça, qui sont des gros nuls, qui sont des gros incompétents, mais qui font style qu'ils savent ce qu'ils font et qui nous entraînent évidemment dans l'abîme parce que ils en savent strictement rien. Tu parles de moi là ? Je sais pas que de toi. Après moi j'ai une question par rapport au burlesque parce que on en avait parlé au moment de Parasite et moi c'était ma grande interrogation. Parasite est un tel film somme dans la filmo de Bong Joon-ho, je me dis mais comment il va pouvoir rebondir là-dessus ? Et je trouve, alors il y a toujours eu de l'humour dans le cinéma de Bong Joon-ho, mais peut-être un humour noir, un peu de sarcasme. C'est plutôt qu'il y a des ruptures de ton. Et ici par rapport au burlesque, parce qu'en fait il n'est jamais rentré complètement à fond dans le burlesque, et comment en fait c'est assez proche d'Okja. Comment il articule c'est grâce à Pattinson surtout, et puis justement ce qu'il fait de son corps, comme c'est un personnage qui arrête pas de mourir, qui arrête pas de se péter la gueule et compagnie, ça c'est intéressant parce qu'il est disloqué, ça comme une nouvelle corde. Alors il a déjà fait la SF le transpersonnage. Le transpersonnage, oui, voilà. La fiction spéculative, en fait, le truc, c'est que, en fait, Okja, peut-être. Quand il renaît, en fait, il renaît dans une espèce de machine d'imprimante géante, en fait, qui se trouve dans un laboratoire. Et en fait, les mecs dans le laboratoire, c'est des nuls. C'est des gros nazes, en fait, qui passent leur temps à faire des selfies, à boire des coups, à jouer aux cartes. Et en fait, du coup, il y a de temps en temps, ils oublient. J'appelle ça une journée de travail. Voilà, donc, en fait, le truc, c'est que quand ils sortent de l'imprimante, en fait, ils sont censés mettre une espèce de brancard, en fait, pour qu'ils puissent, comme une espèce de tapis roulant, pour qu'ils puissent arriver allongés, en fait. Et régulièrement, il l'oublie, en fait, ce qui fait qu'il tombe directement de la machine. Il arrive avec son corps qui tombe comme une espèce avec son corps tout flasque, qui tombe. Voilà, donc parce qu'il y a un truc sur le corps de Pattinson qui est intéressant, sur la manière dont il bouge, sur justement la manière dont il est manipulé, il est disloqué. Ce que Pattinson n'a pas trop fait dans ses. Parce que le corps burlesque, c'est quand même un corps solide qui se disloque, mais il n'est jamais. Ça peut être un corps souple. Lui, il a plus un côté à la Buster Keaton, pour moi. Mais c'est un corps souple, mais c'est un corps musclé, c'est un corps athlétique. Et ici, là, il est musclé athlétique, mais par contre, quand il renaît, en fait, il est pas conscient tout de suite, en fait, donc c'est juste un corps. Et il y a 2-3 moments, moi je trouve assez touchants, notamment un moment, vous n'avez pas les cartes en main, parce que je tends le doigt, je précise aux auditeurs, je suis en train de désigner des choses du doigt dans l'air, donc il faut pas que je fasse ça. Et non, mais dans le comment dire, il y a des moments, je trouve justement dans l'histoire d'amour, qu'on peut trouver un peu rushé, qui effectivement est un peu rushé, mais qui grâce notamment à l'actrice, je trouve, il y a vraiment des bons moments. Il y a une scène notamment où en fait on se rend compte que il est utilisé en fait pour servir de cobaye pour des trucs, on le fait mourir exprès en fait pour vérifier résistance au virus, voilà, pour résister au virus et tout ça. Il y a une scène en fait qui finalement a une explication d'ailleurs à la fin, où il est dans une espèce de sarcophage, il est en train de mourir de quelque chose et elle demande à rentrer en fait dans cette, et là je trouve que là il y a un truc vraiment qui se passe entre eux. Il y a une super scène avec elle, moi, qui m'a fait hurler de rire, parce que mais l'attachement du coup vient tardivement aussi. Oui. Alors par contre, c'est vrai que c'est étrange. L'identification se fait pas tout de suite, parce qu'au départ, on est un peu déstabilisé par la structure narrative et le trop plein de choses en fait. Et au bout d'un moment, en fait, ça finit par. Enfin, c'est très étrange, c'est un peu étrange. Effectivement, c'est moins immédiat que dans d'autres de ces films où vous sentez que il était plus fluide. Plus fluide, voilà, exactement. C'est un peu plus heurté. Mais tu vois, t'as une scène en fait où
quand elle se rend compte qu'elle a 2 Robert Pattinson pour le prix d'un, elle est toute contente. Et ça m'a fait hurler de rire. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, quand j'ai vu les 2 torse nus, je me suis dit, putain, elle va pouvoir faire ces trucs, la Ninette. Et en fait, à ce moment-là, en fait, elle a une réaction. Je me suis dit, mais ouais, mais elle est en train d'y penser carrément. Elle se dit, j'ai 2 Robert Pattinson pour le prix d'un. Donc, s'ils sont biologiquement et organiquement pareils, bah, normalement, ils sont à peu près gaulés pareils. Donc, bah, si ça marche bien avec un, ça devrait marcher vachement bien avec 2. Et surtout, ça veut dire qu'ils se fatiguent jamais. Donc ça veut dire que d'un point de vue féminin, t'as quand même des types qui sont efficaces, quoi. Tu vois, je veux dire, qui se relaient, qui peuvent être efficaces, quoi. Il y a un cardio à toute épreuve. Ouais, voilà. Donc il y a des trucs, il y a des trucs avec elle. Et pareil, moi je trouve, tu vois, c'est stupide parce que c'est finalement grossier. Mais moi j'avoue que ça m'a fait plaisir. Il y a un moment, on n'en peut plus de Mark Ruffalo. Et il y a un moment, quand dans une des scènes importantes du film, elle lui crache à la gueule ce qu'elle pense de lui, quoi. Et elle lui dit, mais tu vas fermer ta gueule, quoi. Et ça, mais putain, mais le nombre de fois où j'ai envie de dire ça à certains cuistres de pouvoir ou de politique ou de télévision. Et en fait, c'est con. C'est complètement stupide, c'est pas un grand discours intelligent, mais tu sens le cri du cœur, quoi. Mais tais-toi, moi, j'ai un autre truc, populiste de merde, quoi. Tu vois. C'est la baffe de Macron. Ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire c'est le truc de truc qu'il faut que ça sorte parce que les gens en face sont trop insultants vis-à-vis de toi en tant que personne. Moi j'ai ressenti ce truc-là, tu vois, à ce moment-là. J'ai presque un problème avec Mark Ruffalo dans le film, c'est que Mark Ruffalo, c'est un acteur qui est beaucoup trop sympathique. Et en fait, j'arrive pas à, malgré le fait qu'il en fasse quand même des caisses et des caisses là-dedans, tu vois, tu te dis, mais en fait, ça colle pas à un mec comme ça quand Alec Baldwin, il fait le connard de républicain dans 30 Rock, par exemple, ça marche très bien parce qu'il a aucun problème pour faire ça, tu vois. Mark Ruffalo, je trouve que ça marche pas vraiment parce que justement c'est un garçon qui a l'air beaucoup trop sympathique dans tous les films qu'il a fait, puis dans les films même dans Collateral de Michael Mann, tu le vois qui arrive, tu te dis putain mais ce gars a l'air super sympathique, c'est pareil. Du coup en fait je trouve qu'il y a un truc qui marche pas parce que la personnage la personnage de Mark Ruffalo en fait marche pas avec ce genre de perso, alors tu sens très bien qu'ils ont fait bien des caisses. Il y a des moments où il ressemble vraiment à Mussolini, quand il a son uniforme là, avec des coups de menton là, et dans la voix il fait une imitation, mais c'est pas vraiment une imitation, il fait une espèce de pastiche de Trump dans sa voix en anglais, qui est assez bien foutue. Hein, moi, même dans la gestuelle des bras et compagnie. La gestuelle des bras. Mélange entre Mussolini et Trump. Non, mais bref, j'ai rien contre eux. Non, mais moi, je suis assez preneur de Mark. Et en fait, pour moi, c'est Mark Ruffalo, mais c'est dans la continuité de ce qu'il a joué chez Lanthimos. Ah oui, dans Poor Things. Dans Poor Things, c'est-à-dire où on sent qu'il a envie de jouer grotesque. Il a envie de surjouer. Justement, il en a marre d'être un peu le mec digne et noble. C'est pas dans les Marvel qui peut surjouer. Voilà, il a envie d'en faire des caisses et je pense qu'il a envie justement de partir de tenter d'autres trucs. Et moi, je n'ai rien contre ça. Il devrait les tourner avec Guy Madin ou je sais pas. Peut-être qu'il il va finir chez Wes Anderson. Oui, ça c'est probable. Comme Jeff Goldblum. Il a bien la tête pour finir chez Wes Anderson. Jeff Goldblum, il était perdu de chez perdu pour tout le monde. N'empêche que Wes Anderson, de toute façon, c'est la maison de retraite pour vieux acteurs. Tu prends un vieil acteur qui est un peu Tarantino, c'est pour les has-been et puis Wes Anderson, c'est pour les retraités. Tu prends un acteur qui est un peu au creux de la botte, dont plus personne se souvient. Et t'es Wes Anderson, tu as Harvey Keitel, Edward Norton, Jeff Goldblum. Et à chaque fois ça remonte leur cote, tu vois. Donc moi je suis pour, hein. Moi je suis pour parce que moi tout ça c'est des comédiens que j'adore, quoi. Ah oui. Donc et là pareil, Toni Collette, même si elle est un peu sous-utilisée, moi je suis un peu d'accord. Elle joue un peu comme s'il était Tilda Swinton par contre Toni Collette. Tu te demandes si le rôle n'était pas prévu pour Tilda Swinton au départ. Qui jouait avec Bonjour dans le transpersonnage. Qui avait joué dans le transpersonnage et qui avait joué dans Okja aussi, qui jouait une garce de premier ordre dans Okja. Et voilà, c'est un peu dommage parce que je pense qu'elle a plus de capacité d'actrice, mais voilà, j'avoue que je peux pas vraiment dire. Si, Pierre, moi il y a un personnage que j'aime bien, c'est le personnage du pote qui s'en sort, qui est un salaud objectif, et qui s'en sort toujours. Il apparaît et il disparaît comme ça. Mais il s'en sort toujours. Et franchement, ça, je trouve que cette idée aussi, voilà, ça c'est totalement anti-hollywoodien. Il n'y a pas de punition pour les méchants, en fait, dans ce film-là. Il n'y a pas de punition pour les méchants. Les méchants, ils meurent par bêtise. Mais il n'y a pas de punition divine, il n'y a pas de châtiment juste, en fait. Et quelque part, voilà, je trouve que là aussi il y a quelque chose de plus politique que que le scénario hollywoodien héroïque, que le schéma héroïque classique hollywoodien. Oui, mais la fin, je trouve qu'elle est quand même très classique. C'est le happy end. C'est vrai que oui et non. Alors non, parce que il y a comme cette scène où il s'endort pendant le discours.
Ouais. Et pendant le discours, il a ce rêve où il revoit Toni Collette qui est en train de réimprimer le président, qui est une scène dont je sais pas trop quoi foutre. Sur ça spoil. Mais- Hein. qui est une scène dont je sais pas T'as trop envie quoi, d'ici, là, si vous. qui est une scène Elle est- dont je sais pas trop quoi faire d'ailleurs. Elle est assez intéressante et puis C'est c'est une un de peu le truc du PTSD, mais sauf que en fait ça arrive tard et moi je suis Bah, un c'est peu. pour ça que je sais pas trop quoi faire de Je cette suis un scène. peu déçue de ça parce qu'en fait en soi des traumas il peut en avoir un paquet et Oui, parce qu'il meurt quand même 18 fois. oui c'est ça donc ça aurait pu être mis par petites touches dans le film et là c'est vraiment le dernier et après il se dit ah mais c'est bon en fait ce cauchemar est fini. Mais là, ça arrive trop tard. Je trouve que c'est un peu dommage. Ouais, je sais, ouais, moi j'avoue que je suis un peu réservé, mais par contre je pense que ça remet un peu en cause justement cette notion de happy ending parce qu'à mon avis, pas grand chose est résolu en fait dans le film. Et notamment les questions d'exploitation humaine, quoi. Comment est-ce qu'ils vont faire pour continuer à vivre voilà, sur cette planète de merde. Ouais. Voilà. Parce que bon, à part des gros vers sympathiques, mais qui visiblement n'ont pas tout à fait le même mode de vie que les humains. Il y a un peu d'herbe à la fin. donc, Ouais, vaguement de l'herbe à la fin. Enfin voilà, c'est quand même pas gagné leur histoire, quoi. Ça se transforme pas en paradis terrestre pour autant, quoi. Non, c'est vrai. Mais, Déjà, aller sur une planète de neige, tu parles d'un paradis, quoi. Bah, Donc, c'est Mickey 17 de Bong Joon-ho dans les salles françaises depuis la semaine dernière. On va passer un tout autre genre, aller du côté de la Belgique, parler de striptease et de désarroi esthétique. Je pourrais vous faire la lecture de mon scénario tout à l'heure au dessert. Il faudrait que je le retravaille, mais à chaque fois que je le lis, je le trouve superbe. Lorsque le producteur a lu le scénario, il m'a dit, Daniel, je n'ai jamais autant ri en lisant un scénario. C'est génial, mais c'est absolument pas comme ça qu'on fait un film. Ah bon? Mais si c'est rigolo, c'est pas l'objet pour une comédie? Non. Non, pour faire un film, il faut souffrir. Ah bon? Il faut souffrir. Et donc, cette notion de souffrance de la création, je n'arrive pas à m'y faire. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Par exemple, Jean Becker, qui est un ami, enfin un ami. Quand on lui file un film, dès que le film est terminé, c'est plus un ami. Mais bon, si on n'en bave pas, si ça n'est pas dur, à un moment ou à un autre, c'est pas bon. Et donc, peut-être que la vraie création me sera toujours étrangère, puisque j'ai ce fantasme de création euphorique, selon lequel les neurones se placent bien quand ils se sentent bien, quand ils sont heureux. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un épisode de Striptease en 1994, le désarroi esthétique réalisé par Pierre Carl, avant qu'il ne fasse ses longs métrages documentaires pour le juste cinéma. avant Pas vu pas pris. Exactement. Et car donc de Striptease, il en est question à l'occasion de la sortie dans les salles françaises il y a quelques semaines de Striptease intégral, donc d'après l'émission de télévision belge créée en 1985 par Jean Libon et Marco Lamenche. Et donc là c'est une réunion de 5 courts-métrages qui sont réalisés donc par Jean Libon, Clémentine Bizio, Régine Dubois, Stéphanie de Schmet, Mathilde Blanc et Yves Inon, donc plusieurs réalisateurs pour ces différents courts-métrages, et qui donc comme dans cette série documentaire nous montre plusieurs personnages qui sont suivis dans leur vie quotidienne sans aucun commentaire. Et donc Striptease, émission qui a fait un peu école sur cette forme documentaire, en tout cas télévisuelle, le genre de reportage et de personnages suivis, où tout au long des 20 années de cette série, on a suivi une palanquée de personnages plus bigarrés et hauts en couleur les uns que les autres, mais où se posait aussi cette question de la distance à avoir, d'un certain voyeurisme, voire d'un certain mépris qu'on pourrait ressentir face aux personnes qui étaient représentées, comme dans 600 grammes de hachis, tout ça, ce genre d'épisode fameux. Et donc la série quand même continue, et les producteurs et réalisateurs de Striptease avaient aussi fait d'autres films documentaires un peu sur le même principe pour le cinéma. Il y avait sur la juge ni juge ni soumise, et voilà. puis Poulet frites, quoi. Exactement, et Poulet frites. Et donc que vaut ce nouveau Striptease intégral, ces 5 courts-métrages, Margot, qui est la seule ici à avoir fait son travail? Moi, je suis assez fan de Striptease. J'ai découvert ça assez tard. Mais c'est vrai qu'il y a à la fois une forme de voyeurisme et en même temps de la curiosité de regarder des striptease, parce que c'est ceux que j'ai vus, en tout cas, c'est des vies qui sont peu communes.
Et donc, je trouve ça toujours intéressant de montrer ça. Moi, j'ai connu ça plutôt sur Internet, mais au cinéma, parce que à la fois, c'est des choses qu'on s'imagine exister, mais là, on les voit pour de vrai, entre guillemets, et on se dit, ah oui, ça existe vraiment, et donc ça nous ramène à une certaine réalité dont on peut parfois être éloigné. Et je l'ai trouvé assez intéressant, ce dernier striptease. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que, en fait, un striptease, ça peut se décliner à l'infini. Dans le sens où il y a des émissions qui datent des années 80. Et là, 2025, il y a des sujets qui sont nouveaux, qui n'ont pas forcément été traités. Il y en a un sur une influenceuse ou apprentie influenceuse, je crois. Oui, il y a ça, c'est la première... c'est le premier documentaire où c'est une influenceuse à Dubaï. Et effectivement, on se doute bien qu'à Dubaï, il y a des influenceuses qui font l'argent en postant des choses sur les réseaux. Et elles sont extrêmement riches, elles sont complètement déconnectées de la réalité. Le paradis des influenceurs et influenceuses. C'est ça. Et de le voir comme ça, avec une manière de filmer qui est très simple, qui est presque brute, c'est assez intéressant. Ce qui a changé peut-être, c'est le rapport à la caméra, non ? C'est le fait que les personnages savent beaucoup mieux maintenant. Les gens maintenant savent beaucoup mieux se mettre devant une caméra parce qu'ils ont beaucoup plus l'impression, ils ont beaucoup plus l'habitude de se filmer et d'être filmés par les autres. Est-ce que ça change par rapport à ceux que tu as vus dans les années qui dataient des années 90, par exemple ? Ce qui change, c'est la qualité de l'image. Ouais, mais déjà, j'imagine. C'est c'est logique parce que de voir des épisodes qui datent des années 90 qui sont rediffusés sur YouTube, forcément on perd en qualité, et puis même de le voir sur un grand écran, ça change aussi l'expérience en elle-même. Mais c'est vrai qu'il y a le rapport aux images des gens qui sont filmés. C'est-à-dire qu'on sait très bien que tout le monde, dès qu'on est filmé, on n'agit pas totalement de la même manière que... Enfin, on se met en scène aussi, quoi. Oui. Ce qui était déjà le cas un peu dans les vieilles émissions, parce que les personnages qui étaient pris étaient aussi des personnages qui avaient à cœur, qui avaient quelque chose à mettre en scène aussi. C'est pas genre, on venait pas stopper chez vous en disant est-ce qu'on peut rentrer dans votre salon pour vous filmer. C'était je fabrique une soucoupe volante dans le jardin de ma mère. Est-ce qu'on peut venir filmer chez toi ? Carrément, va donc. Fais très mal l'accent belge. Non, je fais pas l'accent belge là. Si je veux faire l'accent belge, je parle comme ça. Voilà, je le fais vachement mieux. C'est Bruxelles, ça. C'est l'accent de Bruxelles ou de Namur. De Namur, voilà. Bref. Après, j'ai le sentiment que quand même, il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, oublient la caméra. Et je suis très curieuse de voir comment un striptease peut être tourné, parce que ça doit être des heures et des heures et des heures de tournage pour justement pouvoir faire du tri. Et on sent que il y a pas tellement de gêne ou même de regard caméra qui pourrait être qui pourrait dérouter encore plus. Moi, ce que j'aime beaucoup dans striptease, c'est les très gros plans sur les visages. Et ça, on retrouve dans le dernier. Et c'est plutôt ce que j'ai apprécié. Après... Il y a une cohérence quand même entre les 5 films, formels, je veux dire. Pas tellement. Et en termes de qualité des films, d'intérêt, on va dire des films, c'est à peu près égal ou c'est disparate ? C'est très disparate. Ouais. Moi, j'ai trouvé, il y en a un en particulier qui m'a plus touchée que les autres. Parce que, en fait, c'est un homme qui est soignant. Alors, je ne sais pas s'il est médecin ou infirmier, mais en tout cas, il travaille dans un hôpital. Et il est hypocondriaque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que... Pas pratique. Oui. Et en tout cas, moi, j'ai perçu ça comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où il y a un virage qui se fait dans le film. Et on se rend compte que lui, il se soucie énormément de sa santé, alors que c'est sa femme qui est malade et qui a un cancer. Et donc, il y a un moment où le film va se centrer... Il projette, en fait. Ouais. Et le film se centre sur leur relation à eux. Et là, on vient dans quelque chose de très humain, qui est très touchant. Et c'est vraiment celui-là qui m'a le plus marqué. Et le dernier documentaire, c'est un médecin légiste. Et donc, en fait... il se passe rien. C'est juste le médecin légiste qui fait son autopsie. Et c'est intéressant dans le sens où on voit pas tous les jours une autopsie comme ça sur un grand écran. Comment il montre où il y a comme du hors-champ sur on voit tout. Ah oui, on voit tout quand même. Ah ouais, tout, d'accord. Ouais, donc faut être un peu accroché, quoi. Ouais, sauf le visage. Sauf le visage, qui est censuré, évidemment. Donc faut être un petit peu accroché. Et en même temps,
Je suis assez habituée à des striptease qui vont sur des sujets très sensibles. Ou macabres. Enfin, je sais pas, sur les histoires de corps, de mort, moi je rappelle l'épisode de striptease où t'avais des trucs un peu dégueulasses qui étaient montrés quand même. Tu vois, Oui. Sur la chirurgie ou des trucs comme ça. J'ai pas vu cela, mais je pensais plus à des striptease qui parlent de pédophilie, vraiment des sujets très sensibles. Beaucoup plus cash. Ouais. Et là, il n'y a pas. Donc c'est plutôt ce qui m'a un petit peu manqué, on va dire. Ça manquait de pédophilie, je trouve. Ouais. Elle est bizarre. On leur dira. Faites des sujets plus glauques. Ouais. Non, mais parce que c'est tellement tabou et c'est tellement alors qu'il faut en parler et c'est important. Et ça manquait un peu de ça. Et en même temps, c'est... peut-être qu'il manquait de pédophiles comme sujet, ce qui est plutôt qui par ailleurs est plutôt rassurant. Ça manquerait de pédophiles en Belgique, non, il suffit de traverser la frontière. Je pense qu'en France, il y en a des très beaux aussi. Hein. Il suffit d'aller à Bétaram. Vraiment, il y a une colonie là-bas, quoi. Et ça reste très humain. Et je trouve que c'est un film à aller voir à plusieurs. Ça reste comme un épisode de striptease. Un film de date, c'est pas mal. Film de rencard. D'un autre côté, tu sais à qui t'as affaire à la fin. Si la personne t'engueule en disant mais tu m'as emmené voir quoi, pas forcément le meilleur date du monde, quoi. Je t'emmène voir Porcherie de Pasolini dimanche. Donc c'est Striptease intégral sorti dans les salles françaises il y a quelques semaines. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur. Alors, carrément fleuré. Coup de cœur, ça va être Ad Astra de James Gray. On en avait parlé au moment de sa sortie. Exactement. Que j'ai eu le plaisir de revoir et en fait se dire que faire un voyage de plus de 4 milliards de kilomètres pour retrouver son humanité, c'est quand même une sacrée odyssée. J'ai envie de même te dire que c'est une odyssée de l'espèce. Que c'est beau. Et le tout dans une combinaison de talents parce que Brad Pitt merveilleux, James Gray. Combinaison spatiale de talents. Voilà. Brad Pitt merveilleux, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland. James Gray, bien entendu, vous connaissez mon amour. Un des derniers rôles de Donald Sutherland. Je crois. Ouais. Je pense. Hein. Vous connaissez mon amour pour James Gray. Et une musique absolument fabuleuse de Max Richter qu'on avait déjà pu entendre dans The Leftovers notamment. C'est merveilleux. Merci Thibaut, docteur. Ce sera de la musique aussi, puisque ce sera la bande originale du film Moonrise Kingdom de Wes Anderson, sorti en 2012, et composé par le compositeur français Alexandre Desplat, qui, à mon avis, moi je trouve, avec Anderson, avec ce film-là et The Grand Budapest Hotel, a produit certaines de mes musiques de films préférées de ces dernières années, et à mon avis, certaines de ses meilleures compositions. Très bien. Merci docteur. Margot. Rien à voir, c'est Alice dans les villes, réalisé par Wim Wenders. J'arrive pas à le dire, je suis désolée. Wim Wenders. Faut dire avec l'accent, Wim Wenders. Wim Wenders. L'ami américain. Et c'est un film qui est assez lent, assez poétique. Moi, j'aime beaucoup ce genre de film où un touriste à New York se retrouve à devoir s'occuper d'une jeune fille que sa mère a plus ou moins abandonnée. Et après, elle retrouve sa mère à la fin quand même, mais... Spoil. Mais c'est 1974, donc c'est pas... peut-être, j'ai pas vu, moi. Ça fait un peu chier, Wenders. Mais voilà. Il est bien, il est plutôt bien, Alice dans les villes. C'est bon film. Assez doux, je trouve. Après, il y a une bonne alchimie entre les deux acteurs en plus. Merci. Alors moi, ce sera deux choses qui n'ont rien à voir. Le premier, ce sera Carnage, Prime Cut de Michael Ritchie avec Gene Hackman en bouseux texan qui fait de la viande et Michael Ritchie, j'ai un peu découvert ce mec-là, il faut que j'explore. Et Lee Marvin, donc dans le rôle principal, qui va régler le sort à ce marlou plein de bagarres, de violence et de redneck dans des coins perdus de l'Amérique. De la sueur et de la crasse. La sueur, de la crasse et de la viande hachée. Littéralement, de la viande hachée. De la viande humaine hachée. Donc c'était absolument formidable. Et sinon, j'ai vu hier enfin le montage original de Jess Franco de son film de 1983, La chute de la maison Usher, qui était sorti en France sous le titre Névrose, dans un remontage dégueulasse orchestré par
Eurociné, c'est Sal Margolin qui l'avait mêlé avec son film de 1962, L'horrible docteur Orloff. Le film était déjà super, mais le voir dans sa version originale, c'est quand même vachement bien. Ça, je trouve un des plus beaux films de Jess Franco avec une photo magnifique et un Howard Vernon absolument formidable. Donc j'étais très content. Pas comme Le Lac des Morts Vivants. Non, c'est pas un film de Jess Franco, Le Lac des Morts Vivants. C'est de J.I. Laser, donc réalisé par Jean Rollin. Jess Franco a bossé même pas 2 jours dessus. Mais il y a Howard Vernon. Pas son meilleur film, son meilleur rôle. Non, pas son meilleur rôle. Son meilleur rôle du film est tenu par le gars qui gueule Promisoula. Exactement. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de redneck et de western. D'ici là, portez-vous bien. Merci Ulysse à la mise en son de cette émission. Merci messieurs, merci mademoiselle. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Salut. Au revoir.